Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration intérieure, le podcast de partage d'expériences introspectives sans filtre pour vous aider sur votre chemin d'épanouissement. Je suis Pauline Legrand, entrepreneur, conférencière, yogini et coach, et après 6 ans d'exploration, j'ai créé ce podcast pour vous raconter chaque mercredi mes découvertes ou celles de mes invités et vous présenter les outils concrets qui nous ont aidés, vous dévoiler nos challenges, nos prises de conscience et nos évolutions. Tout ça en toute transparence pour vous inspirer à cheminer vous aussi vers une vie plus libre et alignée à vos aspirations profondes. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode officiel après l'épisode de présentation. Cet épisode, j'avais envie de le faire sur la philosophie du yoga puisque c'est ce qui constitue les fondations, moi, de mes enseignements et de ce que je transmets et des outils que j'utilise dans mes accompagnements. Donc, pour la petite histoire, puisque ce podcast, il est basé sur une exploration, une vraie exploration que j'ai faite avec le yoga. Donc, mon histoire avec le yoga, ça a été une rencontre. Donc, quand j'ai quitté Paris en 2017 et que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie, je suis partie voyager. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast. Au cours de mon voyage, je suis arrivée en Nouvelle-Zélande et la vie a fait que j'ai choisi de faire du bénévolat en Nouvelle-Zélande. Et le premier endroit où j'ai fait du bénévolat, ça a été un centre de yoga qui s'appelle Kauai Pura Pura, près de Auckland, qui m'avait été conseillé d'ailleurs par une amie d'amis qui travaillait dans la mode, donc 6 mois plus tôt, qui m'avait dit oui, tu vas voir, tu peux rester 2 semaines là-bas et puis après tu bouges, tu pourras explorer le pays et tout ça. Et donc j'arrive pour 2 semaines, c'était en janvier 2018, et finalement je suis restée 3 mois. 3 mois parce que j'ai vraiment découvert ce que c'était le yoga à ce moment-là. Le yoga avec un grand Y et pas seulement les postures qu'on fait sur son tapis. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Euh, je vais essayer de pas trop m'éparpiller et que l'épisode de podcast ne dure pas trop longtemps, mais je pourrais en parler des heures en fait du yoga et de sa philosophie. Et donc en Nouvelle-Zélande, j'ai participé évidemment à des cours d'asana, donc de posture, mais aussi des conférences, des cours de philosophie. On a organisé le Festival international de Auckland. Et puis on a même organisé aussi un festival sur la terre-mer, Festival de la Terre Sacrée, où là j'ai aussi pu découvrir le chamanisme, par exemple, les pratiques énergétiques, etc. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur le yoga, mais pour vous dire que ça a été vraiment une découverte, parce que moi, je connaissais le yoga un petit peu comme la plupart des gens, je pense, c'est-à-dire comme une pratique vraiment physique et sportive. J'avais fait peut-être 2-3 cours dans des salles de sport à Paris avant de partir, mais je me rendais pas compte en fait de la dimension holistique, donc globale et spirituelle aussi du yoga. Voilà, donc j'ai été bénévole pendant 3 mois dans ce centre. Et puis, un des profs que j'adorais et que je trouvais vraiment bon m'a conseillé son école en Inde, là où il avait été, lui était formé au yoga. Euh, et donc, c'était à Mumbai. Donc, après la Nouvelle-Zélande, je suis allée en Inde euh, pour me former. Au départ, pour moi mieux comprendre, toujours dans cette idée d'explorer. Et sans avoir vraiment l'idée que j'allais transmettre après le yoga. J'y allais vraiment pour moi, pour avoir une expérience d'introspection, pour en apprendre plus sur moi, etc. Euh, donc ça a été 3 mois de formation. Donc c'est une formation de 900 heures délivrée par le Yoga Institute. Et là, je viens de retrouver le planning. Je l'ai sous les yeux, je le montre pour les gens qui nous regardent sur YouTube. C'était vraiment intensif. On commençait le lundi matin à 6h30 et tous les jours jusqu'à 20h, on enchaînait les cours, samedi compris. Euh, et je vois même sur le planning qu'on avait 3/4 d'heure de pause le midi. Je me souviens même plus en fait de l'intensité du truc. Euh, Tellement c'était passionnant en fait d'apprendre et
de voir vraiment un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous partager, c'est que ça a été une vraie thérapie en soi, en fait, ces 3 mois. Euh, c'est cette démarche-là du yoga, c'est vraiment une démarche de guérison. Euh, mais c'est pas une thérapie au sens on arrive avec un problème, comme on arrive chez son psy avec quelque chose, un sujet sur lequel on voudrait, euh, duquel on voudrait parler, sur lequel on voudrait échanger. C'est plus un chemin, en fait, c'est un chemin vraiment de découverte de soi grâce aux outils du yoga, grâce à la philosophie appliquée dans la vie quotidienne, qui fait que au fur et à mesure, il y a des guérisons qui se passent. Et c'est pour ça qu'on parle de yoga thérapie. Euh, et ça a vraiment été mon cas. Euh, donc, qu'est-ce qui m'a aidé concrètement? Ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est la philosophie Samkhya, dont on parle peu, j'ai l'impression, euh, dans les cours de yoga. Euh, Moi, je suis pas, j'aime pas trop en fait donner des cours comme ça ponctuellement d'une heure et demie, parce que j'ai pas le temps en fait de parler de toute la philosophie. Donc, je profite de ce podcast et de cette vidéo. Je rappelle que tous les épisodes de podcast sont disponibles sur YouTube aussi, euh, pour justement approfondir un petit peu ce sujet-là. Euh, voilà, donc la philosophie du yoga, elle va de pair avec la philosophie Samkhya. La philosophie Samkhya, c'est ce qui constitue vraiment les fondations de la philo du yoga. C'est la plus ancienne des philosophies. Samkhya, en sanskrit, ça signifie correct ou approprié. Donc le sanskrit, c'est la langue ancestrale de l'Inde dans laquelle sont écrits tous les textes sacrés de l'Inde et du yoga. Et donc la philosophie Samkhya, c'est une philosophie qui est logique. C'est pour ça que moi, ça m'importe en fait, ça m'a importé de la découvrir et que c'est important encore pour moi de l'avoir en tête, euh, puisqu'elle essaye d'expliquer en fait la vie euh, à travers des enseignements qu'on appelle des karikas dans la philosophie Samkhya. Il y en a 72, mais peu importe. Et surtout, ce qu'elle fait, cette philosophie, c'est qu'elle tente de cartographier en fait l'être humain, la vie en général, mais l'être humain aussi, du coup, avec 25 concepts. Donc c'est ça que j'ai aussi de vous expliquer. Je ne vais pas détailler les 25 parce que, en plus, sous forme audio, sans que vous ayez de schéma, ça va être un peu compliqué à comprendre, mais pour que vous ayez un peu une idée de sur quoi se base le yoga. Est-ce qu'on parle de pourquoi on parle d'incarnation? Est-ce qu'on parle des âmes? Est-ce qu'on parle de vie antérieure, etc. Est-ce que tout ça, ça fait aussi partie du yoga ou pas? Et comme ça, avec ça, vous aurez la base euh, pour mieux comprendre ensuite les enseignements du yoga, que je partagerai dans d'autres podcasts, je pense. Euh, voilà, donc dans la philosophie Samkhya, il y a une dualité, il y a une séparation entre deux mondes. Il y a ce qu'on appelle Purusha, qui est le monde du sans forme. Donc c'est tout ce qui est à l'état du subtil, qui n'a pas de forme et qui donc n'est pas incarné dans la matière, euh, versus Prakriti, qui est le monde de l'incarnation, le monde de la matière. Donc, faut imaginer, faut que vous imaginiez que vous vous demandiez, là, en tant qu'être humain aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez regarder cette vidéo, la comprendre, l'apercevoir ou écouter des sons, etc. Et en fait, la philosophie Samkhya, ça permet d'expliquer ça, en fait. De quoi on est constitué, tout simplement. Euh, donc, on a le monde du sans forme, Purusha, qu'on peut visualiser en haut, euh, qui pourrait être résumé, c'est ce que je vais faire dans ce podcast, par l'âme. Si on parle d'un être humain, ce serait l'âme de cette personne. Donc, vous voyez, là, on parle de quelque chose qui est très subtil. On parle d'une énergie, d'une énergie, oui, qui vient habiter un corps et qui n'est pas qu'une énergie d'ailleurs. C'est difficile d'expliquer une âme, mais
je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant, mais on parle voilà, du monde du sans-forme. Pour rester concise, on va parler du monde du sans-forme, de l'âme. Et en dessous se place tout ce dont on a besoin pour être incarné. Donc, pour être là dans mon corps, par exemple, ma voix, etc., etc. Donc, par exemple, tout en bas, ce qui nous permet d'être vraiment incarné dans la matière, on a les 5 éléments. Donc, les 5 éléments, c'est la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. L'éther, il faut voir ça comme l'espace, comme un vide qui serait plein de potentiel. Donc tout ça, c'est ce qui nous permet concrètement d'être incarné, c'est-à-dire que mon corps physique, il est constitué de matière, il est constitué de fluides, donc d'eau, on a le feu digestif intérieur, on a l'air évidemment qui rentre dans nos poumons pour nous permettre de respirer, etc. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui nous permettent d'être incarnés grossièrement en tant que corps physique. Sauf que là, pour pouvoir vous parler derrière ma caméra et mon micro, j'ai pas que un corps physique. Vous êtes d'accord? J'ai aussi d'autres choses qui me permettent de réfléchir, qui me permettent d'avoir écrit en amont ce que je voulais vous partager, etc., etc. Et là, du coup, je pense à tout ce qui constitue l'esprit. Je vais appeler ça l'esprit pour que ce soit plus simple. Et on parle quand même d'incarnation, hein. Là, bien sûr que l'esprit, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est pas de la matière au sens propre. Mais c'est quand même dans la philosophie Samkhya, ça fait quand même partie de Prakriti, qui est le monde de l'incarnation. Donc, juste en dessous de notre âme, Purusha qui est en haut, on a notre esprit, le début du monde de Prakriti, le monde de la matière. Et ça, c'est constitué de 3 choses. On a Buddhi, qui est l'intellect, c'est-à-dire l'intelligence pragmatique qui nous permet le raisonnement, mais aussi l'intelligence intuitive, qui est plus subtile. Et Buddhi, il nous permet de discriminer, par exemple, c'est-à-dire de comparer, de ranger dans des cases, de réfléchir. C'est vraiment d'être dans la logique, c'est vraiment l'intellect, le mental intellectuel, mais de la réflexion. Ensuite, donc ça c'est Buddhi. Ensuite, on a Manas. Manas, c'est le mental émotionnel. On pourrait résumer ça aux émotions. Le mental émotionnel, donc c'est celui duquel émergent les émotions, qui est relié avec notre perception du monde, puisque une émotion, elle est générée quand je perçois quelque chose à l'extérieur de moi, une situation qui me met en colère, une photo qui me fait peur, etc. Donc Manas, il est très en lien aussi avec ce qui se passe à l'extérieur, avec ce qui nous permet de percevoir le monde extérieur. Et puis on a Ahamkar. Ahamkar, c'est l'ego, ou plutôt le principe d'identification. Donc je résume ça à l'ego. Il ne faut pas voir l'ego comme le méchant ego qui nous contrôle, etc., hein, comme on entend parfois en développement personnel. Là, je parle vraiment du principe d'identification, de personnification, d'identité, qui me permet de dire je suis, qui me permet de dire mon ou ma, etc., qui me permet là, par exemple, de m'exprimer en tant que Pauline Legrand dans mon podcast Exploration intérieure, de vous raconter mon histoire par rapport au yoga, etc. Ça, c'est ce qui nous permet, voilà, de vraiment avoir une identité dans notre incarnation quand on s'incarne sur Terre. Voilà, et entre l'esprit et la matière qui constitue vraiment le corps physique, on a les 5 éléments, pardon, qui constituent vraiment le corps physique. On a les 5 sens qui nous permettent de percevoir le monde, les 5 organes d'action qui nous permettent d'être en mouvement et d'agir dans ce monde incarné. Et puis les 5 éléments du monde intérieur, on appelle ça donc le son, la forme, la saveur, etc., qui permet de faire le lien avec les 5 éléments.
Donc, avec cette cartographie de Samkhya, tout est là. Donc, juste pour résumer, on a Purusha, l'âme qui est en haut, et ensuite l'âme, quand elle vient s'incarner dans dans la vie ici, dans la matière, il y a l'esprit qui se forme avec Buddhi, l'intellect, Manas, le mental émotionnel, et Ahamkar, l'ego, l'identité. Et puis qui, grâce aux cinq sens, aux cinq organes d'action, au monde intérieur, aux éléments du monde intérieur et aux cinq éléments, permet permet à l'âme de s'incarner dans notre corps physique. Voilà, donc il faut vraiment voir, par exemple, la naissance comme l'énergie, l'âme qui descend du haut de Purusha et qui vient s'incarner dans le Prakriti jusqu'au corps physique constitué des cinq éléments. Et puis la mort, du coup l'inverse, la désincarnation, c'est-à-dire quand le corps physique commence à dépérir et que il nous reste encore l'esprit, et puis qu'à un moment, même l'esprit nous fait défaut, et jusqu'au moment de la mort du corps physique vraiment, et du corps mental, et la désincarnation et le retour à Purusha, à l'âme. Voilà, il faut voir, c'est vraiment cette descente sur Terre et cette remontée euh, dans le ciel, à la mort. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle tout ça, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous voyez sur quoi la philosophie du yoga se base. C'est-à-dire que la philosophie du yoga part du postulat que effectivement il y a le monde des âmes, ce qu'on appelle le divin, ce qu'on appelle la vie, ce qu'on appelle l'univers, ce qu'on appelle Dieu, c'est comme on veut, mais en tout cas vraiment cette réalité supérieure euh, dont on reparle évidemment dans les enseignements du yoga. Je pense au Yoga Sutra, je dédierai un podcast, je pense, exprès là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Euh, mais en tout cas, voilà, l'existence de ce divin, de cet océan d'existence, etc., par lequel d'ailleurs on est tous reliés. Euh, et et la croyance, la croyance, oui, du monde incarné, qui n'est finalement pas la seule réalité, puisqu'il y a aussi la réalité du monde désincarné, et donc du monde des âmes, et donc aussi de tout ce qui peut s'y passer, des connexions entre humains, des connexions aux vies antérieures, de l'espace-temps modifié, etc., etc. Donc le yoga, vous voyez que c'est pas seulement juste faire des mouvements sur son tapis, déjà juste la fondation de cette philosophie de vie, euh, elle considère d'autres choses que le monde purement physique, et donc le corps, seulement le corps physique. On pourra aussi parler des cinq sens, des cinq corps, pardon, dans un autre épisode. Euh, voilà. Donc, par exemple, pour vous donner une idée du mental, euh, le trio Buddhi, Manas, Ahamkar, moi, par exemple, j'ai encore très peur des varans. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Les varans, c'est comme des immenses lézards géants qui vivent près des Philippines là-bas. Il y a une île Komodo, les dragons de Komodo, ça s'appelle aussi. Et pour en avoir vu en vrai, c'est hyper impressionnant et a priori dangereux quand même pour l'homme. Et donc moi, ça me fait très peur. Rien que de les voir, en fait, ça génère une sensation de dégoût à l'intérieur de moi et de peur. Donc pour vous expliquer, euh, quand je vois une photo d'un varan, donc juste une photo, hein, je l'ai fait tout à l'heure en tapant une photo en tapant varan sur Google pour justement ressentir ce que ça me faisait aujourd'hui. Avant, je pouvais même pas regarder une photo. Donc là, j'ai réussi à regarder quand même. Et pour vous dire, donc, quand je vois une photo d'un varan, la première chose qui se met à l'œuvre, c'est Manas, c'est le mental émotionnel, qui me dit, il y a vraiment, c'est pas que ça me dit, c'est que ça me fait ressentir cette émotion, ce dégoût, vraiment, ça me dégoûte, et cette peur. Ensuite, il y a Ahamkar, le principe d'identification, l'ego, qui me permet d'inconsciemment, hein, évidemment, mais de me dire, j'ai peur, ou ça me dégoûte, vous voyez.
Et ensuite, il y a Bouddhi, le mental plutôt pragmatique, qui, une fois que j'arrive à respirer, a cette lucidité enfin, en même temps, cette lucidité de me faire dire, c'est une photo. Donc, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger proche. Et là, du coup, je peux venir, mon système nerveux est apaisé et je peux venir apaiser Manas, le mental émotionnel, par exemple avec la respiration. Et relativiser que le varan ne va pas me sauter dessus puisqu'il n'existe pas, il est juste en photo. Voilà, pour vous donner une petite idée de comment fonctionne l'esprit. Voilà. Et donc, si je reviens pour terminer au monde des âmes, le divin, je parlais dans le premier épisode du podcast qui s'appelle Namasté, je parlais justement de Namasté, de ce geste de prière, des mains en prière devant le cœur. Et je vous disais que ça signifie, quand je dis Namasté à quelqu'un, ça signifie que je reconnais le divin en lui ou en elle, et donc en moi. Et en fait, ce que ça signifie, c'est que je reconnais effectivement que cette personne est une âme incarnée euh, dans la matière. Donc c'est que c'est Purusha qui s'incarne dans le corps physique et le mental de la personne qui est en face de moi en l'occurrence. Euh, c'est ça en fait que ça veut dire Namasté, je reconnais le divin en toi. Ça veut dire que j'ai ça en tête en fait. Ce que je viens de vous expliquer, je l'ai en tête et je comprends consciemment que cette personne en face de moi, c'est pas juste un corps physique, c'est aussi une âme qui est venue s'incarner. Et de la même manière que moi aussi, je suis une âme qui est venue s'incarner sur Terre. Autre exemple, Home. Là, je peux le montrer, je l'ai sur mon t-shirt. Bon, vous allez le voir à l'envers pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Mais le Home, c'est la prière universelle, le mantra universel, qui est le mantra de dévotion au divin. Donc, quand on chante le Home, en fait, on reconnaît toujours la même chose, on reconnaît l'existence de ce divin, de cette réalité supérieure, de cet univers, de cette énergie divine, peu importe comment on l'appelle. Euh, mais on reconnaît ça et on s'en remet à ça. Dans l'idée de la dévotion, c'est qu'on s'en remet à ça. Et avec ça, du coup, avec l'idée de dévotion, il y a aussi toutes les idées de confiance, de foi en la vie, etc., etc. Ça, je ne vais pas le développer maintenant, mais je vais faire un épisode de podcast exprès là-dessus, sur les 8 piliers du yoga, parce que c'est euh, un super complément à ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui. Euh, voilà. Et je ne vais pas faire les deux en même temps parce que sinon ça va durer des heures. Voilà, j'espère que c'est assez clair, que ça vous a plu aussi de découvrir finalement que il n'y a pas que la philosophie. Déjà, ce que c'est en gros la philosophie du yoga et qu'elle n'est pas toute seule à exister, qu'elle se base sur autre chose, la philosophie Samkhya. Et il faut vraiment imaginer une paire en fait, elles vont vraiment de pair. Hein. L'une ne peut pas exister sans l'autre. L'une explique la structure de l'autre et l'autre s'appuie sur l'autre pour, pour transmettre ses enseignements, pour construire ses enseignements même. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à commenter sous la vidéo ou sous le podcast ou à m'envoyer des messages sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à transférer cet épisode ou cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée, donc que vous connaissez. Moi, j'essaye de diffuser au plus possible ces concepts philosophiques pour que les gens se rendent compte que ce que c'est vraiment le yoga avec un grand Y et que les enseignements ne soient pas dilués euh, dans une pratique qui résumerait le yoga à juste une pratique physique. Parce que c'est vraiment dommage et finalement on pourrait ne même pas mettre les pieds sur son tapis et faire du yoga quand même à chaque minute en fait. Euh, voilà, donc moi j'essaie vraiment de transmettre ça et n'hésitez pas aussi à noter le podcast ou à liker la vidéo. Si ça vous a plu, ça va m'aider à justement diffuser ce message. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.